Salut, je m'appelle Élodie Leroux, j'ai 34 ans, et voici ce qui s'est passé lors du dernier réveillon de Noël. Je suis rentrée chez nous, dans notre grand chalet familial en bois sur les hauteurs d'Annecy, en Haute-Savoie. Feu de cheminée, chapon qui crépite, des odeurs incroyables, toute la famille autour de la table en train de rire, de se passer les plats, faisant comme si tout était parfait. J'ai attendu que tout le monde ait la bouche pleine, puis j'ai souri et demandé, l'hôpital a déjà envoyé la convocation pour l'opération chirurgicale. Papa et ma belle-mère se sont regardés et ont carrément ri. Ah oui, c'est arrivé la semaine dernière, a dit papa d'un ton super décontracté en coupant un autre morceau de viande, mais on a utilisé cet argent pour la méga fête des 27 ans de Com. Le gamin n'a 27 ans qu'une fois, non. La table a continué de sourire comme s'il venait juste de parler de la météo. J'ai posé ma fourchette lentement, je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai dit très calmement, donc, je suppose que vous ne savez toujours pas qui avait réellement besoin de cette opération. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. Le visage de papa s'est vidé de son sang. Ma belle-mère s'est figée, la sauce à mi-chemin de sa bouche. Com a juste fixé son assiette comme si de rien n'était. Cette seule phrase a transformé le réveillon en cauchemar en 3 secondes chrono. Si vous avez déjà lâché une phrase lors d'un repas de famille qui a failli étouffer tout le monde, racontez votre histoire dans les commentaires, je jure que je lis tout. Et regardez jusqu'à la fin parce que ce qui leur est arrivé après ? Ouais, vous allez vouloir voir ça. Leurs visages sont devenus livides et personne n'a dit un autre mot pour le reste de la soirée. La lumière du matin s'est infiltrée à travers les vieux volets en bois du salon, mais je n'avais pas bougé du canapé de la nuit. Mon téléphone était toujours dans ma main, l'écran fissuré depuis que je l'avais laissé tomber des heures plus tôt. Je l'ai finalement déverrouillé et j'ai ouvert l'application de ma banque une fois de plus, priant pour avoir imaginé le chiffre 0 à la place des 160 000 € disparus. J'avais passé les 10 dernières années à maintenir cette famille à flot. Chaque salaire allait directement dans leur vie pendant que je vivais de nouilles instantanées et d'heures supplémentaires. Les frais de scolarité de Com à l'école de commerce de Grenoble. La compte sur sa BMW pour ses 21 ans. La caution de ce loft ridicule au centre-ville pour qu'il puisse réseauter. Les cartes bancaires supplémentaires sur mon compte qu'il distribuait à ses amis comme des bonbons. Je n'ai jamais dit non, pas une seule fois. 11 mois plus tôt, Com avait débarqué chez moi après une soirée. Il s'était évanoui sur mon canapé, ronflant comme une locomotive. J'avais remarqué que ses articulations semblaient enflées. Il se plaignait de douleurs depuis des mois, mettant ça sur le compte de vieilles blessures de rugby. Quelque chose me disait que c'était pire. Pendant qu'il dormait, j'ai soigneusement prélevé 2 flacons de sang avec un kit que j'avais commandé. Je les ai conduits moi-même au laboratoire le lendemain matin. 2 jours plus tard, le docteur Nolan Mercier, mon ex et toujours le seul rhumatologue en qui j'avais confiance, m'a appelé personnellement. Élodie, c'est une polyarthrite rhumatoïde agressive. Il est dans la fenêtre précoce. S'il commence les biothérapies dans les 6 à 8 mois, on a 90% de chances d'arrêter les dommages permanents. Une fois cette fenêtre fermée, c'est la déformation à vie et les opioïdes. Je n'en ai parlé à personne. Com aurait paniqué. Papa aurait minimisé la chose. Valérie en aurait fait un drame. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai réglé le problème discrètement. J'ai mis en place un compte bloqué sous mandat à mon nom uniquement. Moi comme gestionnaire, comme bénéficiaire, pour frais médicaux uniquement. J'y ai versé chaque prime, chaque remboursement d'impôts, chaque vacance annulée. 160 000 €, le montant exact que la clinique privée en Suisse demandait d'avance pour la première année de biothérapie non remboursée. Comme je voyage pour le travail, j'ai ajouté une seule clause d'urgence en cas de besoin médical immédiat pour Com. L'un ou l'autre parent pouvait demander le déblocage avec une confirmation verbale et un email de suivi de ma part. Je n'aurais jamais pensé qu'ils l'utiliseraient. Ils l'ont fait. La semaine dernière, alors que j'étais coincée à Paris sur un projet, Valérie a appelé mon banquier privé, elle a utilisé les mots exacts, Élodie est à l'étranger, Com est en crise, elle m'a autorisé à gérer ça. Puis elle a transféré un email d'une adresse qui ressemblait exactement à la mienne, elodie.pro.voyage87@gmail.com, donnant la permission.
Le banquier a vu la clause, a vu l'email, a entendu Valérie pleurer au téléphone et a débloqué la totalité du montant en un seul virement. Où est-ce allé? La méga fête des 27 ans de Com. La location d'un chalet privé de luxe à Megève pour le week-end. Un groupe indé assez connu venu spécialement de Paris. Un feu d'artifice privé au-dessus du Mont Blanc. 300 invités, dont la moitié étaient des influenceurs qui avaient besoin de contenu. Bar ouvert géré par le chef le plus en vogue d'Annecy. Sculpture de glace, la totale. J'ai ouvert l'Instagram de Com. Les stories étaient encore là. Lui faisant du slam dans la foule. Lui sabrant le champagne sur un balcon au lever du soleil. Lui souriant devant une enseigne néon indiquant « 27 ans et inarrêtable ». Il n'avait aucune idée que l'argent qui illuminait sa nuit était censé l'empêcher de passer le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Je suis restée assise là jusqu'à ce que le soleil soit haut, téléphone déchargé sur mes genoux. Mon petit frère, le même gamin que je portais sur mes épaules quand il avait 5 ans, était sur le point de tout perdre parce que nos propres parents avaient jeté son avenir par la fenêtre pour un week-end de likes et de feux d'artifice. Pour la première fois en 10 ans, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste senti quelque chose s'éteindre en moi. Et c'était le matin où j'ai décidé qu'il devait se débrouiller seul. La sonnette a déchiré le silence à 2 heures du matin. Je savais qui c'était avant même d'atteindre la porte. J'ai ouvert et ils étaient là. Papa, Valérie et Com, tous les trois empestant le bourbon de fin de soirée et la rage. Valérie m'a bousculé la première, serrant une épaisse pile de papier comme une arme. Elle n'a pas perdu une seconde en salutation. Tu as coupé toutes les cartes bancaires de Com, n'est-ce pas, a-t-elle sifflé en claquant les relevés sur ma table basse. Sa carte gold est refusée partout. Il n'a même pas pu mettre d'essence hier. Papa a foncé juste derrière elle. Le prélèvement de la BMW a été rejeté. La société de leasing a déjà laissé un avis sur le pare-brise. Ils viennent la chercher dans 48 heures. Élodie, 48 heures. Je ne t'ai pas élevée pour être ingrate. Comme traînait dans l'embrasure de la porte. Capuche à moitié zippée, yeux injectés de sang. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Serette, le syndic a scotché un avis d'expulsion de 10 jours sur la porte du loft ce matin. Mes colocs paniquent. Je vais être SDF. J'ai fermé la porte lentement et je me suis appuyée contre elle. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas bronché. Valérie a continué, la voix montant dans les aigus. Tu as une idée de ce à quoi ça ressemble? Ses amis harcèlent son téléphone. Yo, pourquoi ta carte est morte? Il a 27 ans, ce n'est pas un étudiant fauché. C'est humiliant. Papa a pointé un doigt sur ma poitrine. Tu n'as pas le droit de couper les vivres quand ça te chante. Cette famille fonctionne grâce à ce que tu fournis. Ça a toujours été comme ça. Tu arrêtes, on s'arrête tous. C'est le deal. Com est finalement entré, se frottant la nuque. Allez, hello. Rallume tout juste. Je te rembourserai quand mon prochain contrat de marque tombera. 2 semaines max, j'ai regardé chacun d'eux un par un. 10 ans d'excuses, de culpabilisation et de demandes de virement d'urgence ont défilé dans ma tête. Les milliers d'euros virés à 3 heures du matin pour que Com puisse garder les apparences. Les vols que j'avais annulés pour payer son loyer. Les anniversaires, les Noëls, les remises de diplômes que j'avais financées en travaillant double. J'ai pris une lente inspiration. Non. Le mot a flotté dans l'air comme un coup de feu. La bouche de Valérie s'est littéralement ouverte. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit non. Pas un centime de plus. Pas un paiement de plus. Pas une excuse de plus. Le visage de papa a viré au violet. Tu ne décides pas ça. Tu nous finances depuis que tu as 24 ans. C'est ton rôle. Tu ne peux pas juste partir. Mon rôle. J'ai ri, un rire bref et tranchant. Je ne suis pas un distributeur de billets avec un pouls. Com a essayé les yeux de chien battu qui marchaient toujours quand on était enfant. Serette, s'il te plaît. J'ai des apparitions prévues, des sponsors. Si je me pointe en ayant l'air fauché, c'est fini.
Valérie a repris les papiers et les a éventés comme des cartes à jouer. Regarde ces soldes. Regarde ce que tu as fait. Tu veux ton petit frère à la rue? Je n'ai pas touché à la pile. Il a 27 ans. Il a un diplôme. Il n'a qu'à ne pas utiliser une voiture qu'il ne peut pas se payer et un appartement qu'il ne paie pas. Ce n'est plus mon problème. Papa a fait un pas de plus, sa voix tombant dans ce ton calme et effrayant qu'il utilisait quand j'étais ado. Tu penses que ça s'arrête là? Tu penses qu'on va juste te laisser détruire tout ce qu'on a construit? Valérie a coupé, les yeux plissés. Tu as 24 heures pour annuler toutes les coupures. Les cartes, la voiture, le loyer, tout. Sinon tu vas découvrir exactement jusqu'où on est prêt à aller pour protéger cette famille. Com a juste fixé le sol, changeant d'appui, attendant que je plie comme je le faisais toujours. Je suis passé devant eux, j'ai ouvert la porte d'entrée en grand et je suis resté là. Les 24 heures commencent maintenant, ai-je dit. Sortez. Ils n'ont pas bougé pendant une seconde, comme s'ils attendaient la chute de la blague. Quand elle n'est pas venue, Valérie a ramassé ses papiers, marmonnant quelque chose de venimeux. Papa m'a lancé un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Com a hésité le plus longtemps, puis est sorti en traînant les pieds derrière eux. La porte s'est refermée. J'ai verrouillé, mis la chaîne, et pour la première fois en une décennie, la maison était complètement silencieuse. Je suis resté là dans le couloir sombre, le cœur battant à tout rompre, attendant que la culpabilité m'écrase comme elle l'avait toujours fait. Elle n'est jamais venue. Une épaisse enveloppe Kraft m'attendait sur mon paillasson quand je suis rentré du travail. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom tapé en gras. Je l'ai portée à l'intérieur, je l'ai ouverte et j'ai senti le sol basculer sous moi. Requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, tutelle, pour Élodie-Marie Leroux, déposée par Grégoire et Valérie Leroux, requérants. La lettre d'accompagnement de leur avocat, maître Richard Lanvin, ne faisait que 4 paragraphes, mais chacun frappait comme un coup de poing. Paragraphe 1. J'avais brusquement et sans justification cessé tout soutien financier à ma famille. Paragraphe 2. J'avais montré des signes d'instabilité mentale sévère, incluant un comportement d'isolement et une hostilité irrationnelle. Paragraphe 3. Je posais un risque imminent de dilapider mon patrimoine substantiel et un danger pour mon propre bien-être. Paragraphe 4. Si je signais l'accord de tutelle volontaire ci-joint immédiatement, il limiterait la procédure à une simple curatelle financière. Sinon, il demanderait la tutelle complète de ma personne et de mes biens, incluant le droit de me placer sous évaluation psychiatrique et de contrôler toutes les décisions médicales. Ci-joint se trouvait l'accord pré-rempli. La ligne pour ma signature avait déjà un petit autocollant fléché bleu pointant vers elle. J'ai lu le dossier entier 3 fois, les mains tremblant plus fort à chaque page. Ils avaient des déclarations de voisins disant que je quittais rarement la maison. Une impression de mon dossier bancaire montrant que j'avais soldé tous les comptes joints et retiré toutes les procurations. Des captures d'écran de SMS que j'avais envoyées à Com lui disant de trouver un travail. Une note du thérapeute de Valérie, quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, affirmant qu'elle craignait pour ma sécurité car j'étais devenue froide et inatteignable. Ils avaient même joint un projet d'ordonnance d'urgence demandant à un juge de geler tous les comptes à mon nom jusqu'à ce qu'une audience puisse être programmée. J'ai appelé la seule personne que je connaissais qui ne tremblerait pas face à ça, maître Claire Dumont, l'avocate que j'avais utilisée une fois pour un contrat de travail. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Élodie, calmez-vous. Envoyez-moi tout de suite. 20 minutes plus tard, elle a rappelé. Il dépose ça sous le motif d'altération des facultés mentales. La loi permet à la famille de demander une tutelle s'ils peuvent prouver l'incompétence ou un danger imminent. L'accord volontaire est un piège. Si vous signez, vous leur donnez le contrôle total de votre argent et de votre liberté. Si vous vous battez, ils vont pousser pour une audience d'urgence et demander au juge des tutelles de nommer un mandataire provisoire immédiatement, parfois le jour même. J'ai déjà vu ça. À quel point leur dossier est solide là, tout de suite? Ai-je demandé. Faible. Mais les juges accordent des ordonnances provisoires tout le temps sur des preuves minces, surtout si les parents pleurent au tribunal. On doit agir vite. Elle m'a dit de rassembler chaque relevé bancaire, chaque fil de discussion,
chaque preuve que j'étais parfaitement compétente et que c'était eux qui avaient vidé un compte médical. Elle m'a aussi dit de m'attendre à ce que les choses deviennent moches. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine, entourée de dossiers, scannant des documents jusqu'au lever du soleil. Chaque fois que je pensais à signer juste pour que ça s'arrête, j'imaginais comme ouvrant une autre bouteille de champagne qu'il n'avait pas payée. Et la nausée passait. Au matin, j'avais un plan. Je n'allais rien signer. Je n'allais pas supplier. Et je n'allais certainement pas les laisser m'enfermer pour que la planche à billets continue de tourner. J'ai scellé ma propre enveloppe, plus épaisse que la leur, adressée à maître Richard Lanvin, et je l'ai déposée à la poste. À l'intérieur, il y avait une seule feuille, on se voit au tribunal. La neige tombait si fort ce soir-là qu'elle avalait chaque lampadaire d'Annecy. Je venais de me traîner depuis le supermarché, les bras pleins de sacs, quand j'ai remarqué la lettre recommandée scotchée sur ma porte d'entrée. L'enveloppe venait du service RH de mon employeur. Mon estomac s'est noué avant même que je ne l'ouvre. À l'intérieur, une seule feuille, résiliation immédiate de la couverture mutuelle santé en raison de la détection de multiples demandes frauduleuses dépassant 47 000 €. Cette facture détaillée était agrafée derrière. Hospitalisation d'urgence en psychiatrie à l'hôpital d'Annecy, cure de désintoxication dans une clinique privée, admission pour surveillance suicidaire, toute datée des 45 derniers jours. Toute me listant comme la patiente. Toute complète avec des signatures électroniques falsifiées qui ressemblaient exactement à la mienne. Je n'avais jamais mis les pieds dans aucun de ces endroits. J'ai appelé la mutuelle directement sur le porche, la neige trempant mon manteau. Après 43 minutes d'attente, une superviseuse m'a finalement relu les réclamations d'une voix qui craquait. Madame, elles ont été soumises via le portail en ligne avec votre numéro de sécu, votre date de naissance et une attestation numérique. La loi nous oblige à suspendre la couverture en attendant l'enquête. J'ai demandé les adresses IP de soumission. Elle les a lues. Chacune d'elles remontait à une adresse que je connaissais par cœur, la maison où j'avais grandi. Cette même nuit, juste après 1h30 du matin, quelqu'un a commencé à marteler ma porte si fort que le mur a tremblé. Je me suis glissé vers l'œilleton. 2 voitures de gendarmerie étaient dans l'allée, les gyrophares peignant le blizzard en rouge et bleu. La neige s'est engouffrée quand j'ai entrouvert la porte. L'officier la plus proche de moi brossait des flocons de ses épaules. Son insigne disait Klein. Lieutenant Sarah Klein. Madame, nous avons reçu un appel au 17 d'un membre de la famille déclarant que vous étiez à l'intérieur en train de tenter de vous suicider. L'appelant a signalé avoir entendu des cris et des bris de verre. Nous devons entrer et confirmer visuellement que vous allez bien. Mes dents ont commencé à claquer, et pas à cause du froid. Je suis seule, ai-je réussi à dire. Je dormais. Elle a hoché la tête comme si elle avait déjà entendu ça. La procédure exige un contrôle quand le rapport est aussi détaillé. Ça ne prendra qu'1 minute. Je me suis écartée. 2 officiers ont traversé la maison. Des bottes rapides laissant des traces humides sur le parquet. Ils ont ouvert chaque placard, vérifié sous le lit, braqué des lampes de poche dans la douche, ont même tiré les tiroirs de la salle de bain à la recherche de boîtes de pilules. L'un d'eux a communiqué par radio, sujet localisé conscient, pas de blessures visibles, pas d'armes, pas de signes d'automutilation. Le lieutenant Klein m'a tendu un formulaire de refus de transport médical à signer. Ma signature est sortie tremblante. Alors qu'il se tournait pour partir, elle s'est arrêtée sur le pas de la porte, la neige tourbillonnant autour de son képi. Vous voulez me dire qui vous en veut à ce point? J'ai ri une fois, un son qui a fait mal en sortant. Mes parents. Elle n'a pas scié. On reçoit beaucoup de ces appels. La plupart ne sont pas réels. Elle m'a tendu sa carte. La prochaine fois qu'ils font ça, vous m'appelez directement. Je m'assurerai que les officiers qui interviennent connaissent l'historique. Après que les feux arrière ont disparu, je suis resté dans l'embrasure de la porte ouverte, laissant la tempête entrer jusqu'à ce que mes doigts soient engourdis. Puis j'ai fermé la porte, tiré tous les verrous et traîné une chaise sous la poignée par mesure de sécurité. J'ai ouvert le portail de la mutuelle sur mon ordinateur portable et j'ai regardé mon forfait premium viré au rouge, annulé, enquête pour fraude. 47 000 € de fausses factures.
Un appel à la police à 1h30 du matin avec des flics dans la neige. Il ne faisait même plus semblant d'être subtil. Je me suis recroquevillée sur le canapé, portant toujours mon manteau mouillé, mes bottes goûtant sur le tapis. La maison était silencieuse à part le vent faisant cliqueter les vieilles fenêtres. Pour la première fois depuis que je les avais coupées, la solitude absolue de la situation m'a écrasée comme une avalanche. Personne n'allait venir me sauver. Personne ne croyait même que j'avais besoin d'être sauvée. Je suis restée sur ce canapé jusqu'à ce que le ciel dehors prenne la couleur de l'eau de vaisselle, serrant la carte du lieutenant Klein si fort qu'elle a laissé des marques dans ma paume. Un huissier de justice dans un costume gris froissé m'a attrapé sur le parking du supermarché par un après-midi chaud d'avril, le genre de jour où les montagnes semblent assez proches pour être touchées. Il s'est mis juste devant mon caddie et m'a tendu une épaisse enveloppe blanche avec le sceau rouge du tribunal déjà brisé par le vent. Je savais ce que c'était avant même de voir l'entête. Convocation en vue d'une mise sous tutelle d'Élodie Marie Leroux. Audience le 28 avril à 9h. Salle 2B, tribunal d'instance d'Annecy, juge des tutelles Marguerite Hélin président. Je me suis appuyée contre ma voiture et j'ai lu chaque page, là, en plein soleil. 11 témoins. Dr Marcus Tran, psychiatre, affirmant qu'il m'avait traité pour une crise psychotique aiguë avec hallucination impérative suicidaire. L'assistante sociale Lisa Chen alléguant 3 visites à domicile inopinées où j'avais refusé l'entrée et menacé de m'automutiler. 3 anciens collègues d'un travail que j'avais quitté il y a 5 ans jurant que j'avais commencé à accumuler des médicaments et à exprimer de la paranoïa envers ma famille. 2 voisins de rue où je n'avais jamais vécu décrivant un comportement erratique, incluant des cris la nuit. Une serveuse d'un café disant que je m'étais effondrée dans l'établissement, sanglotant que je voulais en finir. Chaque attestation était certifiée à la date exacte. Chacune d'elles me peignait comme une bombe à retardement qui avait irresponsablement coupé tout soutien financier à des membres de la famille dépendants, mettant ainsi en danger elle-même et les autres. La demande finale demandait à la juge Hélin de me déclarer incapable, de nommer Grégoire et Valérie Leroux tuteurs conjoints de ma personne et de mes biens, et d'accorder des pouvoirs d'urgence immédiats pour geler chaque compte, révoquer mon permis de conduire et me placer en garde à vue psychiatrique en attendant le jugement complet. J'ai conduit directement au bureau de Claire Dumont, les fenêtres baissées et l'enveloppe claquant sur le siège passager comme un oiseau piégé. Claire a étalé les papiers sur sa table de conférence et a commencé à les marquer avec différents surligneurs. Jaune pour les mensonges, rose pour le parjure, orange pour les crimes. 11 déclarations sous serment déposées à 4 jours d'intervalle, a-t-elle dit la voix basse. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un orchestre payé. Regarde le tampon, la même notaire sur chacune d'elles. Et 3 de ces témoins ont utilisé la formulation exacte. Le sujet a déclaré qu'elle préférerait mourir plutôt que de continuer à soutenir sa famille. Mot pour mot. Elle a ouvert le code de procédure civile sur son ordinateur portable. Les audiences de tutelle se font devant un juge seul. Pas de jury. Marguerite Hélin décide de tout ce matin-là. Si elle croit ne serait-ce que 30% de ses ordures, elle peut signer une ordonnance sur le champ et tu perds ta liberté avant le déjeuner. J'ai fixé la liste des témoins jusqu'à ce que les noms deviennent flous. Comment ont pu ça? On ne fait pas que le tuer, a dit Claire en faisant glisser une épaisse contre-motion sur la table. On l'enterre. Elle avait déjà assigné les registres de la notaire, les images de sécurité du café, les fichiers RH de mon employeur prouvant que j'étais au travail à chaque date où j'étais censée m'être effondrée. Elle avait des déclarations de 2 des 11 témoins qui avaient déjà craqué sous la pression des détectives et admis qu'ils avaient été payés 500 € chacun pour signer ce qu'on leur mettait sous le nez. Plus important encore, elle avait verrouillé le docteur Nolan Mercier. Il témoignera en personne, a dit Claire. Divulgation médicale complète du diagnostic de coma. La fenêtre de traitement manquée. Les documents falsifiés du compte bloqué, la facture du feu d'artifice. Tout sous serment en audience publique. Pour la première fois, tes parents entendront la vérité de quelqu'un qui n'est pas toi. J'ai passé les 3 semaines suivantes à vivre dans des cartons de documents. J'ai imprimé chaque relevé bancaire, chaque SMS, chaque email. Je me suis entraînée à répondre aux questions jusqu'à ce que ma voix arrête de trembler. J'ai marché dans les couloirs du tribunal la nuit quand personne n'était là juste pour mémoriser le trajet du détecteur de métaux à la salle 2B.
Le matin du 28 avril, les cornouillers fleurissaient roses contre les murs de pierre. Je portais le tailleur bleu marine que j'avais acheté pour mon premier vrai entretien d'embauche à 24 ans, celui dont j'avais juré ne plus jamais avoir besoin. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air sentait le cire au citron et la peur. Papa et Valérie étaient assis à la table des requérants dans des vêtements que je n'avais jamais vus, semblant plus petits que dans mes souvenirs. Maître Lanvin n'arrêtait pas d'ajuster sa cravate comme si elle l'étranglait. Com était assis juste derrière eux, capuche sur la tête, faisant défiler TikTok sans le son, traitant toujours toute la chose comme un rendez-vous chez le dentiste auquel il était forcé d'assister. La juge Marguerite Hélin est entrée à 9h pile. Elle était plus jeune que sur les photos, pommettes saillantes, des yeux qui ne rataient rien. Lanvin s'est levé le premier. Votre honneur, c'est le cas tragique d'une fille en crise. Claire était déjà debout. Votre honneur, c'est une tentative calculée de vol financier par le biais d'une tutelle instrumentalisée. Nous demandons le rejet immédiat et un signalement au pénal. Le regard d'Hélin a basculé vers la liste des témoins, puis vers moi. Appelez votre premier témoin, maître Dumont. Claire a souri, un sourire petit et létal. La défense appelle le docteur Nolan Mercier. La porte latérale s'est ouverte et tout ce qu'ils avaient construit a commencé à brûler. La pluie martelait le toit du tribunal comme si elle voulait entrer. J'étais assise à la table de la défense, les doigts glacés autour d'un bloc-notes. De l'autre côté de l'allée, papa et Valérie gardaient la tête haute, chuchotant à Lanvin. La juge Marguerite Hélin a pris place. Lanvin s'est levé le premier, la voix mielleuse de sollicitude. Votre honneur, nous essayons seulement de sauver notre fille d'elle-même. Claire s'est levée à côté de moi. Votre honneur, les requérants tentent de prendre le contrôle de la vie et des biens de ma cliente par la fraude et le parjure. Les yeux d'Hélin se sont plissés. L'avocate a listé un témoin supplémentaire, le docteur Nolan Mercier. Appelez-le. Nolan est entré portant un costume sombre, tenant un épais dossier rouge. Il ne m'avait pas regardé une seule fois depuis notre rupture il y a des années. Aujourd'hui, ses yeux se sont verrouillés sur les miens pendant une demi-seconde. Stable, s'excusant, prêt. Il a prêté serment. Claire a commencé doucement. Docteur Mercier, veuillez déclarer votre relation avec Com Leroux. Je suis son rhumatologue traitant. Il y a 11 mois, j'ai confirmé une polyarthrite rhumatoïde agressive. Sans traitement biologique la première année, la destruction permanente des articulations est quasi garantie. Des halètements ont parcouru la salle derrière moi. Valérie s'est levée à moitié. Objection. C'est privé. Hélin a frappé son maillet une fois. Rejeté. Continuez. Nolan a ouvert le dossier. Monsieur et Madame Leroux n'ont jamais été informés car Mademoiselle Leroux avait l'intention de financer le protocole complet elle-même. Elle a créé un compte dédié contenant 160 000 € exclusivement pour les soins de Com. Il a projeté les relevés bancaires sur l'écran. L'email falsifié, le retrait, la location du chalet, la facture du feu d'artifice, les paiements aux influenceurs. Le visage de papa est devenu gris. Valérie a agrippé le bord de la table. Nolan a continué. La fenêtre de traitement s'est fermée il y a 4 mois. Com fait maintenant face à une déformation à vie et une dépendance aux opioïdes. Cet argent était sa seule chance réaliste. Com a arraché ses écouteurs. De quoi bordel est-ce que tu parles? Nolan s'est tourné vers lui. Tes parents ont utilisé ton fonds médical pour payer ta fête d'anniversaire. Tu avais besoin de cet argent pour marcher normalement le reste de ta vie. La bouche de Com s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Il a regardé Valérie. Maman? Elle ne voulait pas croiser son regard. Claire a tendu à la juge Hélin la pile des 11 attestations de témoins, puis les contre-attestations de 3 d'entre eux. Rétractation, payés 500 € chacun, terrifiés quand les détectives sont arrivés. Lanvin a essayé d'objecter à nouveau. Hélin l'a fait taire. Elle a scanné les documents pendant 8 longues minutes tandis que le tonnerre grondait au-dessus. Finalement, elle a levé les yeux, la voix comme de l'acier. Après examen des preuves, je ne trouve aucune base crédible pour un constat d'incompétence. La requête est frivole,
déposée de mauvaise foi et soutenue par ce qui semble être un parjure coordonné et une exploitation financière. Elle s'est tournée vers papa et Valérie. Grégoire et Valérie Leroux, votre requête est rejetée avec préjudice. Tous les frais de justice et les honoraires d'avocat de la partie adverse seront à votre charge personnelle. Un autre coup de maillet. De plus, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, ce dossier entier est transmis au procureur de la République pour enquête criminelle immédiate concernant l'exploitation financière, le faux et usage de faux, et le parjure. La salle a explosé. Les huissiers ont avancé. Et l'un les a fixés droit dans les yeux. L'audience est levée. La sécurité escortera les requérants hors du bâtiment. Papa a essayé de se lever. Ses jambes ne le tenaient plus. Valérie pleurait ouvertement. Comme restait juste figée, fixant la facture projetée du feu d'artifice qui lui avait coûté ses articulations. Nolan est descendu de la barre, m'a fait le plus petit des signes de tête et est sorti. Je suis restée assise jusqu'à ce que la salle se vide, la pluie martelant toujours les fenêtres, laissant les mots pénétrer. Ils avaient perdu, et pour la première fois en un an, je pouvais respirer. La première poussée inflammatoire de Com a frappé en juin. En août, il ne pouvait plus tenir une tasse de café. En octobre, il était en déambulateur. Les antidouleurs sont passés de la codéine au patch de fentanyl en moins de 4 mois. À 28 ans, il s'est qualifié pour l'AAH, allocation aux adultes handicapés, environ 970 € par mois. C'était son revenu total maintenant. Les chèques d'invalidité et tout l'argent au noir qu'il pouvait gratter avant que la prochaine articulation ne se bloque. Papa et Valérie ont tenu exactement 91 jours après l'audience. Les sanctions ordonnées par le tribunal et les frais d'avocat ont dépassé les 130 000 €. Leur maison a été saisie la semaine avant Noël. La banque a cadenassé les portes en bois derrière lesquelles j'avais grandi pendant qu'ils chargeaient le peu qu'ils avaient dans un camion de location. Je n'ai jamais répondu à un seul message vocal. J'ai mis le chalet d'Annecy en vente en janvier. Il s'est vendu en 6 jours, offre comptant d'un couple de Parisiens cherchant une résidence secondaire. J'ai remboursé le dernier de mes prêts étudiants, fermé chaque compte joint qui avait encore mon nom dessus et acheté un aller simple pour ailleurs. Lyon n'était qu'à 1h30 de route par l'autoroute, mais ça semblait être une autre planète. Nouveau travail, nouvel appartement dans le 6e, nouveau numéro que personne de mon ancienne vie n'avait. J'ai même commencé à utiliser mon deuxième prénom au travail, Marie, juste pour entendre quelque chose qui ne me rappelait pas eux. La signature finale de la vente de la maison était prévue pour le premier jour chaud de mars. J'ai conduit là-haut une dernière fois, fenêtre baissée, musique assez forte pour noyer les souvenirs. Les Alpes avaient l'air exactement pareilles, la brume accrochée bas sur la vallée. Je me suis garée dans l'allée de gravier qui ressemblait autrefois à la maison. Les nouveaux propriétaires avaient déjà changé la boîte aux lettres. La balancelle du porche avait disparu. Quelqu'un avait peint la porte d'entrée en bleu canard joyeux au lieu du vert forêt écaillé dont je me souvenais. J'ai marché dans chaque pièce une dernière fois. Le salon où le réveillon avait explosé. La cuisine où je faisais des croque-monsieur à Com quand il avait 5 ans. Mon ancienne chambre maintenant décorée avec de l'art générique et un lit qui n'était pas le mien. J'ai laissé les clés sur le comptoir à côté des papiers de vente et j'ai verrouillé la porte derrière moi pour de bon. Debout sur le porche, j'ai jeté un dernier regard aux montagnes qui m'avaient vu grandir. Quelque part en bas dans la vallée, Com se réveillait probablement pour une autre journée de douleur qu'il ne pouvait pas fuir. Quelque part dans un appartement bon marché, papa et Valérie apprenaient ce que ça faisait d'être ceux qui n'ont plus d'option. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je me suis juste senti finie. Je suis remontée dans ma voiture, j'ai baissé la vitre à fond et j'ai laissé l'air de la montagne frapper mon visage une dernière fois. Puis j'ai conduit vers l'ouest jusqu'à ce que les sommets disparaissent dans le rétroviseur. Voici ce que je sais maintenant. Ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 24 ans quand j'ai commencé à porter tout le monde. L'amour n'est pas un chèque en blanc. La famille n'est pas un abonnement à vie que vous ne pouvez pas résilier. Et à la seconde où vous faites de votre paix l'urgence de quelqu'un d'autre, vous signez l'abandon de votre propre avenir. Si vous êtes là-bas à payer des factures que vous n'avez pas créées, à élever des enfants qui ne sont pas les vôtres,
à garder la lumière allumée pour des gens qui regarderaient la vôtre s'éteindre sans cligner des yeux. Écoutez-moi. Vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de vous choisir sans être le méchant de l'histoire. Parce que les gens qui vous aiment vraiment, ils n'auraient jamais laissé les choses en arriver là. Cette maison a disparu. Ces montagnes sont la vue de quelqu'un d'autre maintenant. Et je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie.